CRP d'Otoma Lubanga qui veut la paix, prépare la guerre. C'est en ces termes que s'est exprimé le général-major Bruno Mandevou lors de la présentation publique de 60 combattants de la coalition des résistants pour la paix qui ont déposé les armes. Et puis tension autour de la taxe sur la promotion de l'industrie. L'intersyndicale du FPI s'insurge contre l'affectation de la taxe sur la promotion de l'industrie au compte unique Trésor, une décision gouvernementale que les agents jugent préjudiciable au fonctionnement de leur établissement. Ils appellent le ministre de l'Industrie à réagir. Un autre titre dans ce journal, fini l'impunité au sein de la police nationale. Les policiers véreux sont dans le viseur des inspecteurs. Les agents auteurs des bavures sur le terrain ont été arrêtés. Une opération coup de poing pour redorer l'image de la police nationale congolaise. Enfin, 27 ans après, la mémoire reste vive. Le 6 août 1998, Makobolo, dans le sud Kivu, sombré dans l'aurore. Des familles et des survivants se sont réunis pour commémorer les victimes de ce massacre. Des décennies plus tard, la douleur reste vive. Retour sur cette cérémonie poignante à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça sera tout pour les titres et bienvenue aux 20h. Une victoire qui fait du bien à la RDC face à la Zambie. Les Léopards se sont imposés cet avant-midi au Nyayo National Stadium de Nairobi. 2-0, c'est le score du match joué dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 pour le compte de la deuxième journée du groupe A de cette compétition. Un reportage de Grévirin Tato. Très impatients d'émettre leur revers dès la première journée derrière eux pour mieux avancer, les Léopards entament cette rencontre avec une haute intensité, obligeant les Chipolopolo de la Zambie de se regrouper en défense pour arrêter les assauts de leur adversaire au recul momentané de Jephté Kitambala, d'Angé Bassiala et d'Oscar Kabwitz qui ont tout essayé à la demi-heure, mais sans succès. Les hommes d'Avram Grant négocient la première période sans aucune pression pour leur entrée en lice, mais avec une seule ambition, surclasser la RDC double championne de la compétition. Boalia et Fili cherche à percer la défense congolaise sans toutefois y parvenir. Côté congolais, aucun tir cadré durant les 45 premières minutes. Score à la pause, 0 but partout. En seconde période, les hommes de Tis Ngoma essaient de se démarquer. Bien servi en plein axe par Jephté Kitambala, Ibrahim Matobo ouvre les scores à la 51e minute sur une frappe limpide au grand désarroi du portier Mwanza. 1-0 pour les Léopards. La déviation de Kitambala et l'ouverture du score. 16 minutes plus tard, Otis Ngoma effectue deux changements. Kitambala cède sa place à Orso Mwaku et Mika Meche remplace Angé Bassiala. Coaching payant, car à la 71e minute, l'entrant Orso Mwaku alourdit les scores du gauche sur service des Kabwit. 2-0 pour les Congolais. Les scores restent inchangés jusqu'à la fin de l'explication. La RDC l'emporte 2-0 au Nyayo National Stadium. Prochain match des Léopards, jeudi prochain à 18h juste, heure de Kinshasa face au Palacas Negras d'Angola. Toutes nos félicitations aux 11 nationales. Direction la province du Sud Kivu, il y a 27 ans, à Makobolo, dans l'est de la RDC, plus de 800 civils étaient massacrés. Ce crime resté impuni à ce jour continue de hanter la mémoire collective. Entre-temps, les survivants se battent pour que justice soit enfin rendue. À l'occasion de la commémoration du Génécoste, la population de Makobolo et des environs dans la province du Sud Kivu s'est rassemblée pour se souvenir de ce massacre. Un récit d'Eric Kabamba. Esprit plongé dans le passé, sur ces terres où reposent les victimes des atrocités de l'incurie humaine, la douleur refait surface. À Makobola, les survivants pleurent leur mort 26 ans après. Du 30 décembre 1998 au 2 janvier 1999, plus de 800 personnes ont été massacrées ici. Femmes, enfants, vieillards ont été tués sans pitié. Le feu éclaire une mémoire que personne n'a le droit d'éteindre. Nos papas, grands-pères, arrière-grands-pères et aussi nos mamans qui ont été éventrées comme des chèvres. On est là pour demander à ce que la justice transitionnelle soit effective en RDC. Nous sommes aussi ici pour exiger à ce qu'il y ait l'installation et la mise en place des tribunaux pénal international pour la RDC. À l'aube, à l'occasion de la commémoration du Génocoste, le recueillement s'est poursuivi au cimetière. Ici, le fosse commune raconte l'horreur. Un geste simple pour honorer des vies brisées.
il y a plus de 3 fosses communes. Là, on a enterré plus de 700 personnes. Mais aussi, il y a d'autres sites là-bas. Là, on a enterré plus de 428 personnes qui ont été enterrées ici, dans ces fosses communes, et partout ailleurs là. Makobola, contrée dans le territoire des Fizi, de la province du Sud Kivu, vit malgré tout. Mais les blessures restent visibles dans les rues comme dans les cœurs. Et la mémoire, elle, continue de brûler tant que la vérité n'aura pas été dite. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit de Makobola. Et puis la paix ne se négocie pas. En pleine période d'état de siège, l'armée congolaise continue de gagner du terrain en Ituri. Le général-major Bruno Mandevou, commandant des opérations dans la province, a réaffirmé la détermination des FARDC à traquer l'ennemi. Un message fort lancé à l'occasion de la présentation publique de 60 combattants de la milice CRP de Thomas Lubanga. On fait le point avec Erika Somouissi. C'est ici, devant les messes des officiers, lieutenant-général Jules Banza, que le commandant secteur opérationnel Ituri a échangé et conscientisé ses combattants de la milice CRP Zaïre et ont décidé de quitter la brousse après avoir subi la puissance de feu des FARDC au littoral du lac Albert dans les territoires d'Njougou. Tous ces combattants ont avoué s'être retranchés par peur dans les sites des déplacés de Nyamusasi à Tchomia. Pour le général-major Bruno Mandevou, c'est une violation du droit international humanitaire. Bino babande kotia bino na nzela ya mabe l'État yebi ke boza population na bino moko boyebisanga bobimi place ni bobatami na camp de déplacés mutu asimi mondo abatamaka te na camp de déplacés eza violation ya droit international. Est-ce que vous avez bien? C'est pour dire que mutu oyo ye moko il s'est dit déplacé ye moko lisusu na munduki na camp de déplacés. L'armée réitère la poursuite des opérations des gants d'envergure contre tous ces groupes armés hostiles au processus de paix. Il faut que déposer nine. Il faut que déposer nine. Vous en avez besoin de paix. Bolinga te peto kozongi sango na Ituri. Toyokani. Sur instruction du gouvernement militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, ses ex-adeptes de la milice CRP de Thomas Lubanga sont pris en charge par l'État congolais. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient inlassablement à travers la diplomatie agissante et les autres approches à restaurer complètement l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, plus particulièrement dans sa partie orientale. Le temps de l'impunité est révolu au sein de la police nationale congolaise. Les agents de l'ordre véreux sont traqués et répondent de leurs actes. Les inspecteurs déployés sur le terrain ont mis la main sur des policiers à la base des bavures et indélicatesse. Cédric Enina, Bijou et Kamba étaient dans la suite. À ce jour, je peux vous confirmer que les menaces qui pesaient sur la ville de Bunia par des attaques armées, on les a éloignées au-delà de 15 km. Les efforts ont été consentis par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le lieutenant général Bouyaka Chamadjoni. Nous avons reçu des renforts militaires. Nous avons été équipés et des renforts en logistique. Nous menons des patrouilles pour sécuriser nos populations. Il n'y a pas que la patrouille de la police, mixte avec le FARDC, mais aussi nous bénéficions de l'appui des patrouille de combat menée par le militaire. Maintenant, ce qui se passe dans la ville de Bunia, il y a de cela une semaine, 2 semaines, ce sont seulement des actes de sabotage. On veut discréditer nos services, nos autorités, par des actes criminels, des actes de chantage, comme quoi que dans la ville, il y a une insécurité grandissante. Ce sont des cas isolés que nous avons remarqués ces derniers temps. À ce jour, je peux vous confirmer que d'autres mesures supplémentaires sont mises à jour et nous sommes prêts pour toute éventualité. Nous allons renforcer nos effectifs, nous allons renforcer les mesures sécuritaires dans la ville. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour demander à la population d'Ituri de faire confiance aux autorités et que toutes les mesures sont prises pour anéantir une fois pour toutes ces élans des hommes armés qui veulent déstabiliser l'Ituri. Nous allons faire des patrouilles mixtes comme d'habitude, mais renforcées par des patrouilles motorisées et dans les profondeurs avec des patrouilles de combat. Nous avons un certain nombre de points stratégiques que nous allons tenir
pour que ces délinquants n'aient plus accès dans la ville et que nous demandons à la population de collaborer avec les autorités, collaborer avec les services de sécurité en dénonçant les malfrats, en dénonçant tout fauteuil de jour, en dénonçant tout mouvement suspect dans la ville. La prise en charge des ex-combattants franchit une nouvelle étape. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et le programme de santé mentale ont signé un protocole d'accord qui vise à améliorer leur réintégration dans la communauté. Un reportage de Peggy Mukunda. La prise en charge d'un démobilisé après son réinsertion dans sa communauté d'accueil nécessite un accompagnement psychosocial et santé mentale. Un partenariat vient d'être signé entre le PDDRCS et le programme national de santé mentale et de soutien psychosocial sur l'intégration systématique, la santé mentale à toutes les étapes du processus du désarmement, à la réinsertion, au développement et à la stabilisation des démobilisés. Et devant les témoins oculaires, le deux coordonnateurs national du PDDRCS, Marie-Chantal Lumba, chargée des opérations, et William Balika, chargé de l'administration et des finances, les coordonnateurs provinciaux et experts du PDDRCS, ainsi que les experts de la santé mentale. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntangatita, et le docteur Gédéon Samba ont procédé à cette cérémonie. Cet accord de partenariat permettra aux deux parties de développer les instruments de leur travail pour élargir sur terrain avec plus d'impact dans les zones d'intervention et va également sceller les bases d'une collaboration structurée autour de la prise en charge psychosociale des ex-combattants. La régularisation de la situation administrative des agents demeure une préoccupation majeure au sein de l'administration publique entre retard de mécanisation, absence d'alignement à la prime et lenteur dans le traitement des dossiers. Des nombreuses irrégularités continuent d'impacter le quotidien des agents. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a eu une séance de travail avec les inspecteurs de travail pour des solutions concrètes. Nadine Kilocho, Moki Maluma et Cédric Kenina. Dans le souci d'améliorer le fonctionnement de l'inspection générale du travail, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a présidé une séance de travail avec les inspecteurs, contrôleurs et personnels administratifs du secteur. Au cœur des échanges, les difficultés structurelles, les conditions de travail et les revendications salariales. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses concrètes, notamment en instruisant la paie complémentaire des inspecteurs du travail pour le T3. Il est important de signaler que depuis qu'on a été recruté, il a été décidé de nous payer la prime spéciale de motivation et de fonction. Et c'est cette prime-là, payée à mode complémentaire. Aujourd'hui, l'autorité nous a rassuré que dans les trimestres à venir, il va s'impliquer personnellement pour que cette rémunération-là soit inscrite dans la paie régulière. Il a été décidé de continuer avec le processus de mécanisation et cet élan de mécanisation va devoir continuer jusqu'à l'épuisement de l'effectif total de l'inspection générale du travail. Aussi, il est décidé que dans les tout prochains jours, qu'on puisse créer un cadre de discussion interinstitutionnelle pour permettre à tous les intervenants de s'imprégner de la situation et apporter des pistes de solutions. Dans une démarche préventive et durable, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a souligné la nécessité d'inscrire les enveloppes de paie de l'inspection générale du travail dans les états liquidatifs afin de garantir une prise en charge régulière et l'allocation des lignes budgétaires spécifiques. Je l'ai dit en titre, l'affectation de la taxe sur la promotion de l'industrie au compte unique du Trésor par le gouvernement a suscité des remous au sein du FPI. L'intersyndical de cet établissement public interpelle le ministre de l'Industrie sur les conséquences de cette décision qui vide la FPI de toutes ses substances. Alain Bikaï pour ce reportage. L'intersyndical du Fonds de promotion de l'industrie FPI a adressé un mémorandum le lundi passé au ministre de l'Industrie Louis Watoum Kabamba afin d'exprimer son inquiétude face à l'intégration de la taxe de promotion de l'industrie au compte unique du Trésor.
Pour les représentants du personnel, cette décision gouvernementale compromet gravement l'avenir du FPI, tant sur le plan de son autonomie financière que de sa mission sociale. Au cours de la rencontre, le ministre de l'Industrie s'est montré attentif aux doléances syndicales. Il a rappelé que l'idée d'intégrer les recettes des services publics dans les comptes unis du Trésor remonte à 5 ans, suivant une recommandation de la Banque mondiale. Ce processus, selon lui, concerne tous les services publics générateurs de recettes. Cependant, Louis Watoum a tenu à relativiser la portée immédiate de la mesure, précisant qu'elle ne serait pas appliquée automatiquement. Son entrée en vigueur dépend de plusieurs étapes, notamment l'adoption de mesures d'application et une délibération au Conseil des ministres. Il a conseillé aux syndicalistes de saisir également les ministres des Finances ainsi que la Première ministre pour faire entendre leurs préoccupations. La loi précise que les recettes de la TPI sont orientées auprès des banques commerciales agréées par les FPI. Puis ces irrégularités, nous avons jugé bon de saisir notre ministre des tutelles, puisque nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit dit respect des textes. Intégrer la taxe de promotion de l'industrie dans les comptes uniques du Trésor équivaut à priver les FPI de ses ressources propres, remettant en cause sa mission et son autonomie. Massacre de plus de 300 civils le mois de juillet dernier dans la ville de Goma. Le gouvernement de la République condamne avec fermeté cet acte ignoble du M23 AFC. La lecture de ce communiqué avec Oscar Malkaïch. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la plus grande fermeté le massacre de plus de 300 civils congolais perpétré par le M23 au cours du mois de juillet 2025 dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu. Ce bilan, l'un des plus lourds enregistrés depuis la résurgence du M23, rappelle tragiquement l'horreur du massacre de Kishiché. Les informations recueillies par les services spécialisés du gouvernement, corroborées notamment par les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme, confirment que la majorité des victimes, dont de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement dans leur champ ou leur village. À cela s'ajoute, pour la seule période allant du 2 juillet au 2 août 2025, plus de 125 cas de viol, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 actes de torture, parfois sur les élèves, des pillages systématiques, des incendies de maisons, des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, ainsi que des transplantations des populations non identifiées dans les territoires sous contrôle du M23. Le gouvernement s'incline avec la plus profonde révérence devant la mémoire de ses compatriotes brutalement arrachés à la vie. Il exprime ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, assure les blessés et les survivants de son indéfectible solidarité et réaffirme la détermination de l'État à honorer les innocentes victimes en recherchant la vérité, à leur rendant justice, en préservant leurs souvenirs de l'oubli. Ces crimes odieux surviennent en pleine période de cessez-le-feu, pourtant réaffirmé dans l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin 2025 et dans la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet 2025 entre la RDC et le M23 AFC. Le gouvernement dénonce la violation flagrante des engagements signés à Doha et alerte la communauté internationale, en particulier le médiateur et facilitateur du processus de paix, sur les caractères foncièrement contradictoires entre les discours du M23 AFC et ses agissements sur le terrain. Tout en réaffirmant son attachement au dialogue sincère et à la recherche d'une paix durable et définitive dans l'Est du pays, le gouvernement appelle à la mise en œuvre diligente de la commission d'enquête internationale prévue dans la résolution A-ARC-RES-S-37-1 adoptée le 7 février 2025 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 37e session extraordinaire du 7 février 2025 pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans ces contextes d'agression et garantir que leurs auteurs, commanditaires et complices soient identifiés et traduits en justice. À l'approche de la prochaine étape des pourparlers de Doha, le gouvernement de la République démocratique du Congo rappelle avec gravité qu'aucun processus de paix ne saurait prospérer sur le silence
Face à l'horreur, la protection des vies humaines reste non négociable et demeure au cœur de l'action de l'État. L'heure est à l'assainissement du secteur minier, plus précisément du fichier cadastral. Le directeur général du cadastre minier a explicité cette action au cours d'une conférence de presse, nous dit Dada Chabani. Placé sous les thèmes transparence et assainissement du fichier cadastral minier, cap sur une gouvernance responsable du domaine minier national. Tel est le thème du café de presse organisé par le département des communications du cadastre minier. Un exercice de transparence et de redevabilité qui permettra aux opérateurs miniers, qui a permis aux responsables des CAMI d'expliciter la loi sur l'octroi des carrés miniers et les retraits des carrés miniers pour les opérateurs qui ne respectent pas les codes miniers. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre des Mines, Kizito Pakabomba. Occasion pour le directeur général des CAMI, Popol Mabolia, d'expliciter les processus d'assainissement du fichier cadastral. L'assainissement du fichier cadastral, il est dynamique, il n'est pas statique. Donc on a fait l'année passée, d'autres sont venus, mais ont-ils été capables? Non, et alors ils sont sanctionnés. Si j'applique la loi. L'assainissement du fichier cadastral a permis de récupérer plus de 31 000 km² de superficie minière. Une action qui illustre la gestion rigoureuse du domaine minier dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à faire du secteur minier un levier de croissance économique de la République démocratique du Congo. Et puis un atelier de mise en commun des améliorations pour le cadrage du rapport ITIE pour l'exercice 2023 a été organisé ici à Kinshasa. Toutes les parties prenantes ont pris part à cet atelier. Reportage. Cet atelier qui réunit les membres de parties prenantes pour la mise en commun des améliorations du projet de cadrage pour l'exercice 2023 est organisé par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE en sigle dans la salle Aroupé située dans la commune de Lubumbashi. Venus des différentes villes de la République démocratique du Congo, les membres de la société civile, les représentants des entreprises minières ainsi que des entreprises étatiques réfléchissent afin d'adopter des améliorations ici des différents groupes d'épaules. Présent à cette séance de travail, Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIE RDC, revient ici sur l'importance de ces assises. La discussion essentiellement était autour du seuil de matérialité et du nombre des entreprises qui devraient figurer dans l'exercice de conciliation entre les entités gouvernementales et les entreprises sélectionnées. Et finalement, nous avons compris les préoccupations de la société civile qui veulent qu'on puisse ratisser large, qu'on puisse avoir même les petites entreprises dans le périmètre de conciliation. C'est que les autres parties prenantes ont accepté et nous nous sommes convenus sur une matérialité autour de 400 000 $ payés et aussi toutes les entreprises du portefeuille de l'État qui sont en dessous de cette matérialité devraient être inclus directement dans le périmètre. Au cours de cet atelier organisé sous financement de la Banque mondiale à travers les projets Encore, les participants ont suivi avec intérêt les condensés de ces améliorations présentées par Franck Zira, expert de l'ITIE RDC. Ouvert depuis le 4, c'est ce mardi 5 août 2025 que s'est clôturé cet atelier d'une grande importance. Le génie militaire sera mis à contribution dans la réalisation du plan d'assainissement de la ville de Kinshasa. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville a eu des échanges avec le corps du génie militaire, représenté par le général-major Danga, sur les modalités pratiques. Luzen Sakala et J.R. Kabamba pour ce reportage. Il aura toujours de l'énergie à revendre tant que les instructions données par les chefs de l'État relatives à la salubrité de la ville capitale ne seront appliquées à la lettre. Quelques quartiers des communes d'Engalima et de Kintambo ont reçu le mercredi 6 août 2025 la visite surprise du ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville. En Montfleury, Tenguetelito a déploré l'encombrement de la voie publique, l'insalubrité, les stationnements sauvages et le non-respect des
l'exercice du petit commerce de 15 mètres de la chaussée. Sur place, le ministre de la Ville a donné des injonctions fermes. Les récalcitrants encourent des sanctions graves. C'est qu'il y aura un nombre d'artères sur lesquelles il sera formellement interdit de vendre, même les routes secondaires, et tout ce que l'on trouvera dessus sera enlevé. Si vous laissez votre véhicule la nuit, vous laissez vos tables à l'extérieur la nuit, si vous ne trouvez pas ça le matin, on va enlever ça parce que ça se trouve sur la voie publique. Nous allons nous attaquer aux grandes artères, les routes principales, secondaires, tertiaires, et aussi au niveau des habitations. Parce que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, ça dit l'homme et son environnement, donc c'est-à-dire le milieu dans lequel il vit. Et il y aura des mesures contraignantes qui seront prises pour faire respecter ces horaires-là, et aussi l'assainissement total et complet qui sera accompagné par le verdissement. On ne peut pas déposer n'importe quoi sur la voie publique sans autorisation. Les gens ne veulent pas respecter. Alors nous allons faire respecter ces textes-là, et fort de ces instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un communiqué officiel viendra au sortir justement après l'adoption jeudi de ce projet, et nous allons nettoyer ici et par tous les moyens. Auparavant, Tenguete Lito avait échangé avec les commandants du corps du génie militaire, le général-major Danga et autres services étatiques sur le mode de contrôle, d'exécution et des sanctions de non-respect des textes légaux. Les architectes du Congo s'apprêtent à organiser une assemblée générale pour ce samedi. L'initiative est du comité des sages de l'Ordre national des architectes. Objectif, aplanir les divergences et redynamiser les activités au sein de l'ONA. Malumbela pour ce reportage. Doté d'un cadre juridique depuis 2018, l'Ordre national des architectes connaît un dysfonctionnement avec une gestion caractérisée par les bicéphalismes. Les comités des sages de l'ONA est monté au créneau, d'où la tenue de l'Assemblée générale le 9 août 2025. C'était une réunion des préparatifs de la journée du 9 août où nous, le comité des sages, avons convoqué l'ensemble des architectes, sans exclusion, pour amener les architectes qui aujourd'hui connaissent une crise dans notre corporation, pour qu'il y ait l'unité. Face aux charlatans et autres catastrophes dans le secteur d'urbanisme, la réorganisation au sein de la corporation s'impose pour que l'Ordre national des architectes joue son rôle crucial. Il faut rappeler aux confrères architectes que nous avons une longue histoire. Voilà une ASBL qui est aujourd'hui instituée ou gérée par une loi, et les architectes ne semblent ne pas prendre conscience de cette évolution. Donc il faudra bien que les plus âgés aujourd'hui aussi prennent le temps d'expliquer aux plus jeunes d'où nous venons et quels sont les objectifs. Pourquoi un ordre? Pourquoi nous avons cherché un ordre? Et maintenant que nous l'avons, qu'est-ce que nous en faisons? Il ne faut pas qu'on réalise en 2022 que nous sommes revenus en 1956. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un architecte ne puisse pas assister son homologue, tout simplement parce qu'il pense qu'il est telle ou telle tendance. Les tendances n'existent plus. Et à partir de samedi, nous allons faire en sorte que les tendances n'existent plus au sein de l'ONA. Il est donc temps de mettre de l'ordre dans l'ONA, car ces cadres institués par les législateurs congolais en lieu et place du décret royal permet de veiller à l'encadrement de la profession d'architecte, au respect de règles déontologiques, aussi bien à la promotion de l'architecture de qualité. Et puis 127 articles scrutés point par point par la Commission ont été adoptés lors de la plénière de ce jeudi au siège de l'Union sacrée. Le secrétaire permanent annonce une rencontre décisive avec la haute autorité Félix-Antoine Tshisekedi ce week-end pour validation de ces amendements. Robert Ndetshisekedi et Turbo Chimanga.
Le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation, composé de 127 articles, a été adopté après débat et amendement par les membres de la commission instituée par le président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, a dit toute sa joie car cette initiative du chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la cohésion et la discipline au sein de l'Union sacrée de la nation. Toutes les figures emblématiques et membres du Présidium ont eu des discussions intenses et constructives en présentant des différentes propositions et amendements au règlement visant à clarifier le rôle et responsabilité de chaque organe. Aujourd'hui, nous avons adopté le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation. Nous allons faire le toilettage et nous retrouver vendredi prochain. Et je crois, et conformément à la décision prise lors de la dernière réunion du Présidium, nous allons nous retrouver le week-end autour de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour finaliser, pour adopter finalement tous les textes en plénière du Présidium. Les membres de la commission ont exprimé leur satisfaction quant à l'adoption de ce règlement, le qualifiant de fondamental pour l'avenir de la plateforme présidentielle. Tout ce que je dois dire, c'est que les choses se passent bien dans une ambiance propre à l'Union sacrée de la nation. Vous nous voyez tous, qu'on ne suive pas ce qui se dit sur les sauts de moutons, mais qu'on suive effectivement ce qui se passe ici. L'Union sacrée se porte bien et le week-end prochain, nous allons, autour de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre autorité politique, adopter les textes définitifs. Et comme il avait promis, je pense qu'après le Présidium, la réunion du Présidium, nous allons prendre part au congrès qui sera convoqué par la haute autorité politique. L'adoption de ce règlement intérieur constitue une avancée significative pour l'Union sacrée de la nation, en établissant des règles claires et en renforçant la discipline interne. La démarche de la haute autorité politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de créer la stabilité politique en République démocratique du Congo. Célestin Moukeba a officiellement pris ses fonctions ce jeudi en tant que directeur général de la Caisse générale d'épargne du Congo. Pour sa part, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedi, a été installé en qualité de président du conseil d'administration de la CADECO. Pour le directeur général, cette nomination marque une nouvelle étape dans la relance et la modernisation de cette institution financière publique. Yvette Makoutima et Fiston Wavingana. Une nouvelle équipe dirigeante avec comme mission remettre sur orbite la Caisse générale d'épargne du Congo CADECO SA. Célestin Moukeba Muntouabou est le nouveau directeur général de la CADECO en remplacement de Juliette Mbambu Mugolé et au poste du président du conseil d'administration Malango Kabedi Mboui prend la place de Jean-Pierre Dikoma. L'enjeu le plus important, c'est que la CADECO devienne un instrument efficace au service de la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion financière. Tout en mesurant l'ampleur de la tâche, le directeur général entrant, Célestin Moukeba, qui a remercié les chefs de l'État pour le choix porté en sa personne, s'est dit confiant quant à la transformation des défis en opportunités. Je vois la détermination aussi grande dans notre chef et dans le chef de tout le personnel de la CADECO, parce que nous souhaitons que cette institution revienne à sa place d'antan, à la promotion de la culture d'épargne dans notre pays. Nous pensons réellement que c'est possible que nous puissions relever ces défis ensemble. Collecter l'épargne, promouvoir l'épargne et de réinvestir le fonds collecté dans le développement social et économique du pays, la CADECO joue un rôle clé dans la mobilisation de l'épargne et son utilisation pour des projets de développement, notamment les financements de l'habitat, l'octroi des crédits aux PME et le soutien aux régies financières. Et puis cette mise au point du Fonds forestier national, son directeur général Honoré Mulumba Kalala a réagi face au rapport de gestion publié par la Cour des comptes et diffusé sur nos antennes. Honoré Mulumba précise ce qui suit. Regardez. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'étais également très surpris parce que j'étais moi-même au salon lorsque j'ai vu de vos collègues journalistes parler d'une gestion calamiteuse. C'est assez grave, mais je crois que ce n'est pas ce que le journaliste voulait dire. Et donc, je suis allé moi-même à la Cour des comptes où j'ai rencontré le premier président et même le superviseur, n'est-ce pas, de la mission
pour demander qu'est-ce qui se passe, pour savoir combien j'ai volé, combien j'ai détourné, et que les choses soient claires. Il ressort, n'est-ce pas, de ce qu'on m'a dit par le premier président et le superviseur, qu'il n'y a pas de vol, qu'il n'y a pas de détournement, qu'il n'y a même pas de sanctions mises à ma charge. Et donc ici, je voudrais dire à tout le monde, à l'opinion qui me suit, je n'ai détourné aucun dollar du fonds forestier, il n'y a pas de sanctions, mais il existe bien entendu des recommandations du genre, avant de donner les projets, il faut suivre les projets, il faut suivre ce que vous faites. Comme dans chaque entreprise où il y a des choses qui se passent comme ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de sanctions du genre, vous n'allez plus voyager, on va vous bloquer vos comptes, on va demander à votre autorité de vous suspendre. Il y a eu des recommandations qui demandent de réformer les choses. Donc, lorsqu'on recommande, nous allons respecter ce qui est recommandé, mais nous sommes toujours inquiets de ce terme gestion calamiteuse qui n'est pas le terme qui est dans le rapport. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que chaque trimestre, nous donnons tous les documents à la tutelle et chaque année également. Nous avons les accusés de réception. En dehors de ça, nous avons été appelés au Sénat où nous avons présenté les mêmes listes des projets. Nous avons été invités par la commission environnementale de l'Assemblée nationale pendant 3 heures pour défendre les projets qu'on était en train de financer. Et chaque projet financé a des documents de preuve qu'ils peuvent travailler. Opacité, je ne crois pas. Nous avons été les plus transparents possibles. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi, supervisé par Jacques Kababa, sous la direction d'Oscar Mbalkaïj. Luzette Sakala était à la coordination, Simon Kankolongo et Jonathan Moubalama l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue sur notre chaîne. Retrouvez à 23h Bobo Anan Mokosi, 7h Gaëtan Magalano. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.